Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 5e et dernier Visio Café Presse spécial Vendée Globe. Merci aux intervenants présents. Je suis Carole Bourlon, responsable d'Eurolarge Innovation et de la filière technologique voile de compétition Bretagne chez Bretagne Développement Innovation, l'agence régionale de développement économique de Bretagne. Voilà, de 9h30 à 10h30 tous les jeudis matins du mois d'octobre, nous vous avons emmené dans les coulisses du Vendée Globe pour vous faire découvrir la Bretagne-Céline Valley, un endroit incroyable. Toute une filière a participé à la construction de la majorité des bateaux IMOCA au départ du Vendée Globe. Voici quelques chiffres. 18 bateaux conçus et fabriqués ici en Bretagne. Sur les 8 IMOCA de la nouvelle génération, 5 ont été conçus et fabriqués ici. Et puis côté skipper, 6 des 8 vainqueurs du Vendée Globe sont natifs ou installés en Bretagne. Et puis cette année, sur les 33 skippers qui s'élanceront, 20 d'entre eux sont installés avec leur team en Bretagne. Voilà, donc quelques chiffres qui vous donnent l'importance de cette filière ici en Bretagne. Alors tous nos visio-cafés ont été captés, ils sont accompagnés d'un dossier de presse et puis d'un communiqué de synthèse et d'une banque d'images et vidéos libre de droit. Et puis, avant de débuter donc notre table ronde de ce matin, je vous propose de découvrir en vidéo un résumé de ce qu'est la Bretagne Céline Valley, la marque qui fait rayonner donc tous les savoir-faire de cette filière unique au monde. Voilà, on peut lancer cette vidéo. Voilà, je passe la main à Pierre-Yves Letroux qui anime le Visio Café de ce matin, voilà, dont le thème est comment les technologies de la voile de compétition embarquent à bord des navires commerciaux. Donc ce matin, on va parler diversification, on va parler d'apport de la technologie de la voile de compétition dans d'autres secteurs d'activité, et en particulier celui des navires commerciaux. Voilà, bonne matinée à tous. Alors, le micro. Ton micro est coupé. Pierre-Yves, le micro. Pardon, ça a beau être le 5e, on continue à faire les erreurs de débutants. Je vous souhaitais donc la bienvenue à tous pour ce 5e et dernier visio-café des jeudis matins du mois d'octobre. Je vous rappelais aussi également que vous avez sur la colonne de droite de votre écran un petit onglet pour poser vos questions et je les sélectionnerai au fur et à mesure en fonction des interlocuteurs. Autour de la table, ou plutôt devant vos écrans ce matin, nous avons, alors moi ça va être pour le coup de ma gauche vers ma droite, nous avons Vincent Drévillon qui est le directeur adjoint de Pixel-sur-Mer, qui est normalement un étage en dessous de moi. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Vincent. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. D'accord, c'est juste en dessous. Bonjour Vincent. À côté de moi, à ma droite, on a Yann Penfornis, qui lui est à Vannes, qui est le directeur général du chantier Multiplast. Bonjour Yann. Oui, bonjour à tous. Et puis, complètement sur la droite, nous avons Marc Van Petegem, qui est le cofondateur de VPLP, qui, lui, est dans le Béarn et qui doit nous recevoir. Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler diversification et on va parler transfert de technologie, puisque depuis quelques années, et le mouvement est en train de s'accélérer, une partie des technologies propres au monde de la voile de compétition intéresse de plus en plus d'autres secteurs, et en particulier la marine marchande ou commerciale, le shipping au sens large du terme. Et pour commencer et dresser un petit peu justement le portrait de ce nouveau marché et la manière dont il doit s'adapter et dont il va pouvoir avoir recours aux technologies de la voile de compétition, on va demander à Marc, qui travaille sur ce dossier depuis assez longtemps et qui a longtemps dessiné des bateaux de course puis de croisière, et qui aujourd'hui commence à être très présent dans ce secteur-là, de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait, quelles sont les racines du mouvement qui fait que la marine marchande traditionnelle s'intéresse de plus en plus au mode de propulsion et aux technologies issues de la voile de course.
Marc, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de la situation aujourd'hui et ce qui fait qu'on en arrive à ça aujourd'hui? Je vais essayer d'être rapide. Oui, le contexte, il est écologique, économique. Enfin, le contexte est économique, la contrainte est écologique, elle est forte. La nécessité de changer, d'évoluer est une évidence. En fait, on change de deux façons différentes, on évolue de deux façons différentes, soit sous la contrainte, soit parce qu'on y voit son intérêt, parce qu'on en a envie. Et ce monde du shipping n'est drivé que par les vecteurs économiques. C'est pas un monde dans lequel c'est un monde qui est fragile financièrement, c'est compliqué. Et donc la pression qui est mise, elle est mise par les organismes internationaux, par l'IMO, par l'OMI, enfin bon, suivant si c'est en anglais ou en français, donc l'Organisation maritime internationale. Et les règles se durcissent pour pousser à des navires qui soient plus vertueux du point de vue environnemental. Les armateurs, ils vont à reculons. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à ça en 2009. Et bon, je pense que à cette époque-là, les gens les armateurs nous recevaient poliment, mais on passait pour des rêveurs, des poètes. Il y a disons, il y a 5 ans, quand les pressions réglementaires ont commencé à s'installer, on nous a dit ah oui, c'est pas mal votre truc. Donc nous, on est parti sur en fait l'idée d'adapter les ailes à fendre de la Coupe de l'Amérique au monde du shipping. Donc on présente ça, et donc oui, c'est pas mal, voilà. Mais bon, combien ça coûte? Et puis petit à petit, maintenant, on est pris beaucoup plus au sérieux. On voit que ce sont des composantes financières, également financières. Alors aujourd'hui, le prix du fuel est très bas et le carbone est gratuit, donc le jeu est un peu faussé. Mais ça ne va pas être comme ça tout le temps. Et donc voilà, donc les armateurs sont maintenant dans une dynamique de changement. Ils prennent leur temps, ils regardent et c'est normal. Et donc on en est là. Et il y a quelque chose aussi qui change, c'est que comme maintenant ils sentent aussi que la pression sociétale est forte, hein, parce qu'il y a tout un jeu de domino. La pression sociétale, elle influe sur les marques sur les chargeurs sur les armateurs. Et donc les armateurs comprennent aussi maintenant que ça va devenir, ce qui était vu comme une contrainte jusqu'à présent, peut devenir un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est, voilà, moi je dirais globalement, c'est ma perception du contexte, dans un monde qui est évidemment très différent, suivant qu'on s'adresse au transport à passagers, selon les différents types de bateaux, etc. Marc, est-ce que tu veux parler un peu plus fort ou un peu plus près de ton micro, parce qu'on t'entend assez faiblement, donc n'hésite pas à le rapprocher de ta bouche. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que tout à l'heure tu disais que c'était soit par les convictions, soit par la contrainte. Pour être très précis, il y a des normes qui arrivent à une échéance assez rapprochée et qui vont contraindre les armateurs à décarboner en partie leur pratique. Hein. C'est aussi, entre guillemets, presque aussi simple que ça. C'est que les contraintes arrivent, elles arrivent très vite et elles sont très fortes. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, l'utilisation du vent est une des composantes. Parce que, en fait, quand on regarde les fuels décarbonés, ben, il y a le gaz est une solution de transition, et puis l'hydrogène est très loin. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Voilà. Et on peut penser aussi que les bateaux ça va plus être des bateaux qui vont être les mêmes, qui vont durer 25-30 ans et sans jamais changer. Il va falloir
des architectures au sens général du terme qui vont être évolutives nécessairement, puisque la disponibilité des fuels plus propres ou propres viendront au fur et à mesure du temps. Quelle sera la situation dans 15 ans? Je ne sais rien par rapport à tout ça, hein, mais dans 15 ans, on peut penser qu'il y aura de l'hydrogène, mais peut-être que ce ne sera pas ça, peut-être que ce sera autre chose. Donc il va falloir être capable de s'adapter, je dirais, à mi-vie des bateaux. Voilà. Donc Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Où est-ce qu'en sont les projets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des bateaux qui naviguent avec des gréements, des gréements à voile, quoi? Et vous, est-ce que vous en êtes en termes de projets? Je sais que vous avez déjà des choses très avancées, des choses signées. Est-ce que tu peux nous dire ce mouvement-là, comment il s'incarne concrètement chez vous? Alors, comment il s'incarne d'une façon générale? Il y a la techno la plus ancienne, hormis les voiles, hein, qui est toujours une possibilité. Mais en fait, tout dépend aussi du transport. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a des projets qui utilisent des voiles et pourquoi pas. Il y a des tailles de bateaux, des types de transport aussi. Donc tout ça est un peu différent. Mais si on prend le marché du shipping, les grands bateaux, le marché global, je dirais, il y a une vieille technologie qui est le rotor Flettner, qui existe déjà depuis, je crois que c'est 1930, quelque chose comme ça, et qui a été un peu ressuscité récemment. Bon, c'est un cylindre qui tourne sur lui-même très rapidement. Il entraîne la couche limite et donc il freine d'un côté l'écoulement et il l'accélère de l'autre, ce qui crée une portance. C'est très puissant, c'est relativement peu fin en termes aérodynamiques, c'est-à-dire que dans certaines conditions, ça marche très bien. Sur une moyenne de conditions de bateau un peu rapide, les vents apparents ils sont extrêmement proches de l'axe du navire et ça marche plus trop bien, voire ça freine. Mais ça, c'est vraiment je dirais la techno qui est hors les voiles, qui est aujourd'hui la plus mature, disons. Nous, on a développé donc une aile à fente. Je crois que je dois avoir une petite. Mettre une slide sur donc là, nous, on est en. Vous voyez la slide ou pas? Non. Non. Alors. Donc nous on a créé une société qui s'appelle Aero qui développe ses ailes et donc on est en finale pour la signature de ces ailes pour le navire Canopée qui transportera les éléments de la fusée Ariane. Alors, on va voir une image, normalement. On va voir une image apparaître à l'écran. Ouais, je vais essayer. Non, mais on s'en occupe, Marc. Moi, je l'ai pris de mon côté. On va montrer l'image. Ah bah très bien, parfait. Arnaud, si tu peux nous mettre l'image. Vas-y, Marc, vas-y. Voilà. Et donc, donc on a des contacts, bien sûr, avec pas mal d'armateurs. On fait des simulations sur des routes. En fait, on est capable de simuler pour un bateau donné sur différentes routes quelles sont les économies d'énergie envisageables. On est capable de faire ça. Donc bon, les gens regardent. Alors bien, le critère aujourd'hui, c'est le ROI, hein, c'est le retour sur investissement. C'est un peu l'obsession. Alors un ROI qui se calcule aujourd'hui avec le prix du fuel tel qu'il est à $500 la tonne ou quelque chose comme ça et pas de taxe carbone, c'est pas facile pour nous tous, hein, c'est compliqué, mais on sait bien que les choses vont pas rester comme ça non plus.
Et puis, On voit le bateau en question, hein, qui est un projet signé. Hein. Oui, le projet, le bateau est signé et on discute avec le chantier pour les ailes. Donc ça, c'est un bateau qui transportera les éléments de la fusée Ariane entre Bordeaux et Kourou, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Brême, le Havre, Rotterdam, Le Havre, Bordeaux, Kourou, retour. Jusqu'à 11 fois par an. Et qui donc est équipé de 4 ailes rigides avec une motorisation classique à côté. Ouais, 4 ailes de 360 mètres carrés. Et voilà. Et à côté de ça, une motorisation classique. Donc on est clairement en hybride. Tout dépend des vitesses que l'on souhaite atteindre. Si le bateau est à un peu plus de 16 nœuds un peu plus de 16 nœuds en vitesse max et en réalité ça va dépendre de son chargement, mais il peut naviguer bien plus lentement, avoir une proportion de propulsion éolienne qui donc du coup va augmenter. Voilà, il y a toujours cette espèce de chose un petit peu ambiguë qui est le fait que le retour sur investissement, plus on va vite, plus on va consommer de fuel, moins la proportion du vent, de l'apport de la proportion éolienne va être important, mais en quantité de fuel économisé, c'est beaucoup. Alors que dès qu'on va aller moins vite, forcément, on va économiser proportionnellement on va économiser, la part du vent va être plus importante, et la quantité de fuel économisée plus faible. Voilà. C'est les règles aujourd'hui, hein, ça va changer effectivement. Donc là, là, pour parler précisément de transfert de technologie depuis la voile de compétition vers le monde du shipping, ça, c'est des technologies que vous avez commencé à appréhender et à développer sur la Coupe de l'Amérique il y a une dizaine d'années. C'est ça. Quand Oracle a commencé à courir avec son aile, c'était, je me souviens très bien, c'était en 2009, exactement, fin octobre, début novembre. Voilà. Il y a 11 ans. Et en fait, on a développé ensuite. Ok, alors du coup, j'allais. Ouais. Vas-y. Pardon. Non, je dis ensuite. Non, vas-y. Il y a 5 ans, on a eu un coup de pouce de l'ADEME via un dispositif qui s'appelle Initiative PME et qui nous a permis de construire un prototype. Ensuite, on a fait deux ailes pour Energy Observer. Là, c'est plus un démonstrateur industriel parce que le bateau est allé au Spitzberg. Ensuite, il a traversé l'Atlantique et est de l'autre côté en ce moment. Il continue à naviguer. Alors, c'est des petites ailes par rapport à... Il n'était pas question, évidemment, de transformer Energy Observer en un voilier. On a fait des petites ailes pour garder la proportion du mix énergétique qui est représentatif de ce qu'on peut faire dans le transport maritime. Et puis, très bien, on va demander on va revenir ensuite sur ces différents projets. On va demander à Yann Penfarnis, qui lui aussi construit des bateaux de course. C'est la spécialité originale, mais qui est déjà aussi depuis longtemps très diversifié. Yann, vous travaillez aussi sur un gréement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur quel projet dans ce monde-là du shipping vous travaillez? Vous êtes sur un projet avec un gros acteur français qui n'est pas très loin de Vannes, qui est un peu au sud de Vannes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet en question? Oui, bien sûr. En fait, on travaille avec les chantiers de l'Atlantique depuis maintenant 5 ans. On a été approché par les chantiers et c'était plutôt encourageant de voir que c'était eux, gros fabricants de paquebots, c'était eux qui sommes venus nous voir. C'est pas nous qui avons été les voir avec un projet à bout de bras. Donc vraiment tout le mérite leur revient. Et il y a 5 ans, alors quelqu'un qui fait vraiment le lien entre la course au large et les chantiers de l'Atlantique, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Bivin. Nicolas a gagné en fait la Transat Jacques Vabre avec Jean-Pierre Dick il y a quelques années, a fait toute une carrière autour de l'IMOCA. Et puis, depuis une dizaine d'années, il est retourné dans l'industrie. Et là, depuis 5 ans, il est au chantier de l'Atlantique et
il travaille avec les techniciens, les architectes navals des chantiers de l'Atlantique à une solution de paquebot à voile. Il travaille avec différents armements ou entreprises. Je crois que juste pour préciser, Yann, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien des chantiers de l'Atlantique qui les avait quittés pour être consultant et entre autres faire du bateau de course à la voile. Et quand ils se sont lancés sur ce projet-là, ils sont venus le rechercher parce qu'il avait justement une connaissance de ce secteur. Je savais pas ça. Oui, l'histoire est encore plus belle. Donc, en tout cas, il est venu nous voir avec un projet de paquebot à voile et un projet qui se décline en deux parties. Il y a la voile et il y a le mât. Et sur ce projet de voile, en fait, on a été soutenu par la région. On a fait différentes voiles. Alors, d'abord, une toute petite, je dirais, pour naviguer sur un bateau de 9 mètres, un J80 ou un bateau de 8 mètres en baie de la Baule. Navigation hivernale à deux bateaux, avec un bateau qui avait un gréement classique et un bateau qui avait le gréement solid sail, donc un gréement avec des panneaux qui se plient un petit peu comme ces portes de placard casettes là, qui se déploient. Et donc, des premières sorties qui ont été encourageantes parce qu'on s'attendait à ce que le bateau avec une voile classique soit beaucoup plus à l'aise. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Ça a été très encourageant parce que finalement, et malgré un centre de gravité, surtout sur un petit bateau comme ça, malgré un centre de gravité plus haut, lié au fait qu'à toute petite échelle, on ne pouvait pas avoir la membrane aussi légère qu'on l'aurait souhaité, malgré cela, l'ensemble fonctionnait. Donc, à partir de là, on a développé l'ensemble à une échelle plus importante de façon à pouvoir naviguer sur un beaucoup plus gros navire. Et déjà, un navire à passagers, c'est le paquebot à voile Le Ponant qui a fait 4 transatlantiques avec cette voile solid sail sur le mât avant. On va avoir une image. Hein. Si tout va bien, on va avoir une image. Oui, je viens de te l'envoyer, effectivement. Ouais, je l'ai transmis à Arnaud qui va nous la passer. Et donc, là, ce qui était encourageant, c'est que c'est des vrais marins, marins de commerce qui ont pu naviguer avec et qui nous ont fait des retours sacrément intéressants. Alors, cette voile, à un moment donné, avant de la hisser sur un premier paquebot, on avait fait une première sortie à Port-la-Forêt sur le bateau de Jean Le Cam, en enlevant les panneaux du bas parce que le mât n'était pas aussi haut que sur le navire Le Ponant. Mais avec sans les panneaux du bas, on a réussi à faire des premières sorties sur l'IMOCA de Jean. Et puis, fort de toutes ces expériences, les chantiers de l'Atlantique ont été confirmés dans leur intuition ou dans leur travail et ont commencé à vendre, à présenter à leurs gros clients cette solution de paquebot à voile. Et c'est quelque chose qui a retenu leur intention parce que dans ce fameux monde d'après, alors après quoi, je ne sais pas bien, parce qu'on se retrouve de nouveau. C'était après le confinement, mais enfin, dans ce fameux monde d'après le confinement du printemps, on devait aller vers beaucoup plus de sustainability. Et donc, effectivement, même si les grands paquebots sont plus forcément très, très à la mode, il y aura toujours une économie autour de ces croisières. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt à aller vers des paquebots un petit peu plus petits. Et sur ces paquebots un petit peu plus petits, le projet des chantiers de l'Atlantique est de faire un paquebot de 200 mètres avec 3 mâts de 85 mètres et sur ces mâts, des voiles de 1200 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a reçu la commande pour faire une voile démonstrateur échelin. Alors, c'est même plus démonstrateur, c'est toute la partie supérieure de la voile, toute la moitié supérieure de la voile qui va être hissée sur un gréement à balestron durant l'été prochain. Donc, les travaux ont commencé, les contrats sont signés et on avance sur ce projet pour présenter aux clients des chantiers de l'Atlantique une solution qui le réconforte avant de commander définitivement le paquebot. Donc, c'est une commande ferme pour un démonstrateur échelin pour finir d'emporter ce marché de paquebot à voile. Voilà où on en est aujourd'hui. Et vous faites aussi des éléments du gréement. Il n'y a pas que la voile, hein, il n'y a pas que les panneaux KZ. Il y a aussi, il n'y a pas que le mât. Je trouve ça réducteur. Il y a quand même 1200 mètres carrés. Et 1200 mètres carrés, c'est là où c'est voilà. Là, sur cette image, on voit la voile avant. Donc, ce que l'on
pourrait imaginer être des lattes, les petits traits plus clairs sur la voile avant. En fait, c'est le petit joint, la petite ouverture qu'il y a entre différents panneaux. Donc là, ce qu'il faudra imaginer sur les grands paquebots, c'est que chaque panneau, enfin les panneaux du bas feront 20 mètres de long, 20 mètres de bordure, 6 mètres de haut. Et il y aura une douzaine de panneaux comme cela pour aller sur un mât de 85 mètres. Le mât, je peux moins en parler aujourd'hui parce que les annonces officielles ne sont pas faites. Et il y a un consortium qui est en train de se mettre en place localement et je pense que ça va faire l'objet de grosses annonces de leur part prochainement. Mais aujourd'hui, autant la voile s'est signée et j'ai l'accord des chantiers de l'Atlantique pour en parler totalement librement, autant pour le mât, par respect pour nos clients et par contrat également, parce qu'on a de forts contrats de confidentialité avec eux, je ne peux pas aujourd'hui encore beaucoup parler du mât. Ok, on pourra juste dire qu'il y a d'autres entreprises de la voile de compétition qui il y a d'autres entreprises qui habitent pas loin avec qui on travaille. Voilà. Ok, merci Yann. On va demander à Pixel-sur-Mer et à Vincent de Réveillon de nous expliquer un petit peu. Alors eux, ils ont un métier encore différent. Ils ne sont pas concepteurs, ils sont pas constructeurs. C'est un équipementier, intégrateur. C'est des spécialistes de l'électronique et de l'intelligence embarquée. Vous, Vincent, vous avez aussi des entreprises du monde du shipping qui viennent vous voir et qui viennent chercher vos compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce qu'ils viennent chercher chez vous et sur quel type de projet vous travaillez aujourd'hui? Effectivement, nous, c'est un petit peu plus récent parce qu'on est, comme tu disais, en tant qu'intégrateur d'électronique embarquée, on a participé au très fort développement des bateaux de course depuis plusieurs années. Et en accompagnant ce très fort développement, on a innové sur des solutions qui aujourd'hui intéresse tout ce milieu maritime. Alors, quand je disais que c'était un petit peu plus récent, on est sur ces problématiques-là depuis un an, 2 ans. On commence à avoir des sollicitations sur des nouveaux besoins qui peuvent être liés à ces bateaux, sur les aspects de surveillance, de sécurité, de chaîne de traitement de la donnée, sur les nouvelles structures. Donc, nous, on a aujourd'hui arrivé à maturité des solutions liées à de l'instrumentation, du capteur jusqu'à l'utilisateur avec toute la chaîne associée, de l'acquisition, du monitoring en temps réel, de la visualisation des événements à bord, de la gestion de la donnée à bord, mais aussi de la transmission de l'information inter, et puis tous les aspects de calcul avancé, voire du pilotage, du contrôle, voire même du contrôle de vol. Donc, c'est toutes ces problématiques-là, ces solutions-là qui peuvent répondre aux problématiques qui se posent aujourd'hui sur des projets, effectivement, qui sont avancés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore de projet signé concrètement, mais est-ce que vous avez des produits sur étagère que les gens viennent chercher? Là, tu nous as parlé de toutes les technologies que vous maîtrisiez et qui pouvaient intéresser ce monde-là, mais est-ce qu'ils viennent déjà chercher des choses très précises chez vous? Oui, c'est ça. C'est les technologies que je présentais là intéressent directement les projets en termes de gestion de la donnée, de monitoring de la donnée et de contrôle des bateaux. Donc, on est sollicité sur les solutions sur étagère qu'on peut proposer dans ce domaine-là. D'accord. Et puis l'instrumentation et du capteur qui aussi est prépondérant sur les sollicitations actuelles. Qu'est-ce qui fait que ces grands acteurs-là viennent chercher, je ne sais pas, il n'y a rien de méprisant dans mon expression, mais des petites boîtes comme vous, très agiles, très reconnus dans leur secteur, mais qui sont des petits acteurs par rapport aux très très gros acteurs de ce monde-là. Qu'est-ce qui les intéresse chez vous? Plusieurs choses, je pense. Déjà, nos innovations, nos solutions, et nos solutions se créent dans le milieu de la course à la voile. Je pense que c'est
une plateforme formidable d'essais et de validation pour un industriel, parce qu'on crée de la solution avec toutes ces notions de fiabilité, de faible consommation, de robustesse, de miniaturisation, d'accessibilité, tout ça en milieu contraint, en milieu extrême et difficile. Donc je crois que c'est la première chose que l'industriel, que le projet de grande envergure vient chercher, c'est cette innovation-là avec tous ces aspects que je viens d'évoquer. Et puis, on a aussi en tant que petite structure, peut-être cet aspect passerelle lié à cette capacité de développement rapide. En tout cas, on s'adapte aux besoins et aux demandes précises, peut-être plus facilement que par rapport à des entités plus importantes. Donc, c'est sur des projets peut-être avec des structures plus lourdes, avec plus d'envergure, qui prennent un petit peu plus de temps. On le retrouve aussi dans les quelques projets qu'on a en aéronautique. C'est des structures importantes qui aiment avoir cette innovation immédiate et ces propositions un petit peu en fonction de la problématique du moment. Très bien. Une petite question pour Marc, une question de l'audience. Est-ce que les ailes de kite qu'on a beaucoup montrées en termes d'outils de propulsion pour les cargos, est-ce que c'est quelque chose qui est crédible de ton point de vue? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de solutions. Il y a les ailes, les voiles que construit Yann, il y a les kites, il y a les rotors, il y a les ailes aspirées, il y a les ailes. Et je pense que c'est un marché qui est grand. Les routes sont... Tu peux juste bien parler dans ton micro, qu'on t'entende bien. Ouais. Pardon. Les routes sont variées, les conditions météo aussi, et je crois qu'il y a vraiment... je pense qu'il y a de la place... il y a de la place pour tout le monde. Il va y avoir... il va forcément y avoir... on parlait des rotors Flettner. Le kite, quand la problématique du lancement et de la récupération du kite sera bien réglée, elle l'est peut-être déjà, je sais pas. Il n'y a aucune raison ça va sûrement bien fonctionner pour certains cas de figure. Le rotor Flettner dont on parlait tout à l'heure, pour un bateau relativement lent qui a des vents de travers, plutôt vent de travers ou un peu arrière, ça marche très bien. Si le bateau n'est pas trop rapide, ça va. Donc il y a de la place pour tout le monde, je crois. Je crois que il n'y a pas quelque chose qui est crédible ou qui ne l'est pas. C'est des technos qui sont difficiles à maîtriser, qui sont forcément un peu coûteuses et puis on verra. Je pense moi, je pense que oui, pourquoi pas. Une autre question précise à propos des ailes que vous avez conçues. En quoi sont construites les ailes et où est-ce qu'elles seront produites? Donc les ailes, les mâts sont en fibre de verre et avec des renforts carbone pour le maçon d'air. Les ailes, les enveloppes, c'est de la toile PVC. Et le reste des composants, oui, c'est du composite verre infusé. Voilà. Donc l'ensemble sera assemblé en France et les composants viennent un peu partout. Hein, je peux pas les citer parce qu'on n'a pas encore totalement finalisé les contrats avec eux. Mais en gros, les technos, par analogie, les technos sur les mâts, c'est les fabricants de pales d'éoliennes et tout ce qui concerne couronne d'orientation,
moteur électrique et tout, c'est des technos de grue, quoi. Donc, voilà. C'est les technos de grue, c'est ça? Oui, de grue. Oui. L'orientation de l'aile, c'est une couronne d'orientation comme une couronne d'orientation de grue. Ça correspond d'ailleurs à une grue petite à moyenne, hein, sur chaque aile. Très bien. Yann, une question pour toi, assez précise aussi. Malgré la nouvelle situation sanitaire, quand sera prête cette partie supérieure de la voile que tu évoquais tout à l'heure? Alors déjà, j'ai le sentiment que ça ne va pas changer grand-chose pour nous, industriels. Si on veut résumer, c'est métro, boulot, dodo. Mais boulot, on a le droit de travailler, on peut travailler et nos salariés auront leurs enfants à l'école. Donc malheureusement, il n'y aura plus beaucoup de villes le week-end. Mais ce matin, on avait une équipe on travaille en équipe en ce moment. Et l'inquiétude des gars, c'était d'avoir leur fameux petit papier pour pouvoir reprendre la route demain matin pour venir bosser. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc en l'état, on n'a pas de planning bousculé et donc cette présentation se fera durant l'été prochain à Saint-Nazaire. D'ailleurs, si pour les gens qui habitent la région de Saint-Nazaire, il y a quelque chose qui est dans le domaine public parce que c'est sur le quai de Pornichet. En fait, tout ce que l'on a pris suite aux différentes transats sur le Ponant, on a fait une maquette à l'échelle 1/5 de ce gréement, un gréement à balestron. Alors, pour ceux qui ont un peu de mémoire dans la course au large, je crois que le premier a été Marc Pajot, puis Jean Morel a navigué avec des gréements à balestron à l'époque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui rappelle un petit peu cela. L'idée d'avoir ce gréement à balestron sans haubans, c'est de pouvoir vraiment pivoter à 360 degrés autour de l'axe de rotation et donc de pouvoir, plutôt que d'avoir à hariser, plutôt pouvoir orienter tout le gréement dans l'axe du vent. Tu dois avoir, Pierre-Yves, une illustration. Je ne sais pas si la deuxième photo que je t'ai envoyée ce matin, tu peux la montrer parce que. J'ai pas regardé la deuxième, ouais. Je vais m'en occuper. Okay. Il y a une autre question complètement différente à propos justement du travail dans ce secteur de la marine marchande. Vous, chez Multiplast, vous êtes très diversifié. Vous travaillez avec l'aéronautique, vous travaillez avec dans des secteurs très différents, avec des produits très spécifiques, avec l'automobile par exemple. Qu'est-ce que c'est comment c'est de travailler avec le monde de la marine marchande qui reste le monde maritime, mais qui est un monde avec des technologies et des organisations et des tailles d'entreprise et des cultures qui sont un petit peu différentes de la voile de compétition? De tous les secteurs avec lesquels tu travailles, comment se caractérise celui-là? Non, je dirais que c'est quasiment le plus facile, même si, alors on travaille avec les chantiers de l'Atlantique par ailleurs pour plutôt des éléments décoratifs sur les paquebots. On fait depuis quelques années également avec eux des carénages de jacuzzi, on fait sur les paquebots maintenant de Saint-Nazaire, il y a un grand ascenseur latéral et on fait des carénages pour eux. Donc tout ça, ça rentre dans notre démarche de diversification parce que on le voit, il y a des années structurellement creuses et en course au large, une année après le Vendée Globe, c'est toujours un petit peu mou. Donc pour toutes ces raisons-là, on est intéressé pour se diversifier et effectivement, aujourd'hui, la course au large reste 50% de notre activité, mais c'est plus que 50%, alors que c'était 100% il y a une vingtaine d'années. Et Dieu merci parce que ça nous permet de passer les cycles. Alors en ce moment, on pourrait penser que c'est un cycle compliqué avec l'aéro qui s'effondre, mais en aéronautique, en fait, on a la chance de travailler avec une équipe d'Israéliens qui développe un avion électrique pour 9 personnes et ça continue. Et puis on voit également apparaître dans le bâtiment de plus en plus d'utilisation du composite. Donc c'est vrai qu'on parle avec tous ces gens-là de secteurs différents. Et finalement, on parle quand même le même langage, même si c'est des bateaux qui n'ont pas grand-chose à voir. On parle le même langage avec, surtout quand on a la chance d'avoir un interlocuteur comme Nicolas qui arrive de l'IMOCA. C'est pas si compliqué. C'est pas avec eux que c'est le plus compliqué. Quand on parle composite dans le monde du bâtiment, ils nous parlent de résine et ils savent pas du tout. On est obligé de faire le parallèle entre du béton armé et en leur expliquant que nous on remplace le ciment par de la résine et la structure acier du ciment, les ferraillages par de la fibre. On part de très très loin dans le bâtiment. C'est pas du tout le cas sur un projet comme ça. Voilà. Voilà, on voit à l'image
Le gréement à l'échelle 1/5 sur la digue de Pornichet. Et donc, ça, c'est sympa parce que là, il faisait très, très beau. Hein, et c'était un petit matin, mais il faut imaginer la même chose. Alors, on dit quand même qu'on va naviguer quand on va là-bas, même si on ne bouge pas beaucoup. Mais on enchaîne quelquefois quelques virements avec 35 nœuds de vent et c'est assez spectaculaire. Bon, je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup bouger la digue pour le moment, mais ça permet quand même de se rassurer sur la façon de d'hisser, d'affaler, de régler, et on apprend beaucoup sur une maquette comme ça. Du coup, on a une autre question de l'audience. Alors, ça s'adresse à toi et à Marc. C'est quoi les différences majeures entre votre projet de gréement et celui de Marc? Du coup, je pense que c'est le matériau déjà n'est pas le même. Est-ce que tu connais un petit peu? Vous êtes voisins, hein, à Vannes. Il y a une clôture qui sépare Multiplast de VPLP et vous travaillez souvent ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre les deux Oui, c'est facile de faire la différence. C'est la même différence qu'en Coupe de l'Amérique entre les voiles rigides et puis les bateaux plus classiques à voile classique. Donc l'enjeu, et c'est vrai qu'il y a je dirais en efficacité une prime à la voile épaisse, quels que soient les domaines. Ce qui a été le driver pour les chantiers de l'Atlantique, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment push bottom et beaucoup plus classique pour atteindre je pèse mes mots parce que tout doit être efficace très très rapidement. Non, je crois que c'est deux voies de recherche séparées. On s'est un peu alpagué la dernière fois avec Marc au départ du Havre. Chacun a ses convictions, chacun a ses projets, mais bon, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise idée. La bonne tendance, c'est de voir que tous ces projets avancent en même temps, donc ça montre que c'est l'air du temps, c'est pas qu'une phobie de l'un ou de l'autre qui part dans un rêve, c'est que si des boîtes très aussi sérieuses qu'Ariane, les chantiers de l'Atlantique et d'autres avancent dans ces domaines-là, c'est qu'on est au début de quelque chose, mais c'est pas un rêve, ou ce n'est plus un rêve, on rentre dedans. Ah oui. Marc, tu veux rajouter une précision? Un truc qui me semble important, c'est que… Parle bien dans le micro, hein. Fais comme moi, ça sera plus efficace. Un truc qui est quand même assez important, c'est que toutes ces technos-là, elles sont, et c'est le sujet de ce matin, elles sont quand même nées plus ou moins d'un savoir-faire en compétition, et ce savoir-faire, il est très français. Et je suis pas forcément très cocorico, mais quand même, on est bien sur ce truc-là. Et moi, j'en parle souvent aux politiques, et voilà. Il y a quand même une vraie filière française de l'utilisation du vent pour la propulsion des navires de commerce. Et puis, si on rajoute à ça d'autres savoir-faire français sur l'hydrogène, le solaire, etc., enfin, je veux dire, on a un vrai truc. Enfin bon, là, je digresse un peu de la question, mais oui, voilà, bon, ces deux visions de propulsion aérodynamique différentes. Je pense que voilà, on n'est pas là pour. On est plus là pour, comme dit Yann, faire exister quelque chose qui est important, qui est essayer de décarboner le transport maritime en utilisant le vent, et puis chacun ses méthodes, et comme je disais tout à l'heure, je suis certain qu'il y a de la place pour tout le monde. On se refait pas, j'espère qu'on fera des régates de cargo d'ici quelques temps. Ah ben voilà, sûrement, voilà, très bien. Une petite question pour Vincent Drévillon chez Pixel sur Mer. Quand on commence à travailler avec des acteurs comme ceux du shipping, qu'est-ce que ça réclame comme adaptation pour vous? Parce que vous avez l'habitude de travailler avec des écuries de course sur des choses très très pointues qui sont souvent à votre porte, hein, à quelques mètres du bureau. Qu'est-ce que ça réclame comme adaptation pour une structure comme vous de travailler avec des acteurs comme cela? Ouais, c'est vrai qu'on disait l'échelle de temps n'est pas la même, hein. Dans la course à la voile, c'est la veille pour le lendemain. Là, première adaptation, c'est de fonctionner et de voir les projets sur le plus long terme. Après, en interne, en termes de ressources et de compétences, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est tous sollicités, c'est que on
on a des ressources et des expertises différentes. Il n'y a pas que des voileux à Pixelles-sur-Mer. Donc, on est déjà dans un contexte où chacun apporte, et c'était aussi ça la plus-value que nous, on pense importante dans le milieu, c'est d'avoir des personnes et des experts de différents horizons sur les technos et les solutions que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en termes on va dire, de compétences et de fonctionnement, je crois qu'il y a très peu de changements. On est prêt aussi parce qu'on nous pose beaucoup la question sur la redondance des systèmes, la fiabilité, etc. Je pense que ça aussi, la course à la voile nous permet de transmettre ça. Après, on a sûrement un travail à faire sur la maîtrise de nouvelles contraintes normatives que nous, on n'a pas dans le milieu de la course à la voile. D'autres contraintes liées à la sécurité, même si on est on a un travail très important là-dessus, notamment sur le contrôle et le contrôle de vol. Je pense qu'il y a d'autres contraintes liées à ça quand on passe d'un skipper sur un bateau de course à un transport, que ce soit du fret ou du transport de passagers. Les problématiques ne sont plus les mêmes. Donc, on a des contextes d'usage différents qu'il va falloir appréhender et apprendre. Donc, c'est là que peut-être on peut avoir de nouveaux métiers. Et puis, si nous, on a une R&D au quotidien très focalisée sur les besoins de la course au large, obligatoirement, si on veut adapter et permettre la diversification et proposer ces nouvelles solutions, ces nouveaux produits, on va devoir réorienter la recherche et développement au sein de nos structures, tout en gardant, à mon avis, c'est le point essentiel, principal pour qu'on soit performant dans ce nouveau domaine pour nous du shipping, tout en gardant notre ADN de course à la voile, parce que c'est bien ça qu'on vient chercher chez nous. Marc, on a beaucoup parlé de gréement, et là on vient de parler un petit peu de méthode avec Vincent. Il y a d'autres savoir-faire de la course qui intéressent ce monde-là, notamment les foils. On parle beaucoup des foils en général. Est-ce que vous avez des projets autour de cette techno-là, qui est de transférer tout le savoir-faire que vous êtes en train d'acquérir sur le foil et votre capacité à faire décoller des bateaux, ou en tout cas les sustenter à minima, vers le monde de la marine marchande? Oui, bah, c'est exactement là où les savoirs de Vincent sont intéressants aussi. C'est-à-dire que quand on s'est intéressé au transport de passagers sur des distances relativement courtes, et on regarde que dans pas mal de cas de figure, transport intéril notamment, mais pas que, hein, si on met un bateau sur foil, il va en gros consommer d'abord, on peut aller à des vitesses de 45 nœuds en étant dans un confort à partir du moment où on pilote le vol, un confort qui n'a rien à voir avec ce que serait celui d'une vedette qui irait, enfin l'abattoir archimédien qui irait à cette vitesse-là, et puis la consommation va être réduite de moitié. Donc c'est intéressant toujours du point de vue du développement durable. Donc là là pour le coup c'est la vitesse, mais c'est la vitesse parce qu'on va concurrencer du petit avion, de l'hélico, et donc on reste dans une démarche de développement durable. Parce que la vitesse, on a coutume de dire que c'est à la fois effectivement, enfin, la performance et la vitesse, mais ça peut aussi être vu sur la sobriété énergétique, sur le fait de. Voilà. Et donc oui, bien sûr, ça c'est des technos qu'on regarde de très près. On a fait un projet là
de ferry sur foil dans différentes versions. Voilà. Oui, la problématique. C'est sûr que ça aussi. Pardon. Non, je voulais juste terminer. Il y a des problématiques qui sont par contre non résolues, qui touchent aussi au développement durable. C'est-à-dire qu'à ces vitesses-là, on va faire du steak de baleine ou de cachalot, et c'est pas facile de trouver des moyens de repérer ce qui se passe sous l'eau. Au-dessus, on voit qu'il y a des technologies qui émergent, enfin, qui commencent à émerger pour des choses qui flottent un peu. Ce qu'il y a vraiment sous l'eau, on sait pas. Et à ces vitesses-là, c'est quand même un peu angoissant, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on réfléchit. Vincent, tu voulais Non, je voulais compléter par un simple point. Effectivement, le transfert de la technologie, il est aussi là sur le contrôle de vol, plus de performance, plus de sécurité, plus de stabilité. Ça, c'est nos problématiques. Mais le transfert direct, c'est que la conséquence directe, c'est, comme disait Marc, c'est moins de consommation énergétique. On voit bien que la sobriété énergétique, c'est aussi un levier commercial pour vendre ces projets-là aux armateurs. Hein. Si je comprends bien, Marc parlait de la nécessité pour tous ces gens d'avoir du retour sur investissement quand ils vont investir dans des technologies de propulsion propre ou dans du foil. Ils vont le faire un petit peu pour les valeurs et aussi parce qu'ils vont faire beaucoup d'économies en termes de consommation. Yann, est-ce que toi, chez Multiplast, vous avez déjà été approché sur d'autres technologies de construction que les gréements? Est-ce que vous avez déjà des gens qui sont venus vous voir pour faire des foils, par exemple, pour des bateaux à moteur? Vous avez déjà des savoir-faire que vous avez dans la course, ça pourrait s'appliquer à d'autres secteurs? Alors, notre techno de foil qu'on a développé il y a deux choses. Hein. Il y a les foils de course au large, les foils d'IMOCA qui sont de fabrication relativement classique, je dirais, dans la course au large, avec l'utilisation de pré-imprégnés et autoclavés. Et puis, il y a ce qu'on a fait avec le cabinet VPLP pour les foils de Figaro. C'est des foils, je dirais, low cost, issus de la technologie de l'éolien. Et aujourd'hui, l'éolien est arrivé dans la course au large via les Figaro. Et aujourd'hui, de la course au large Figaro, on est en train de l'amener dans l'aéro. Pour la problématique de l'aéro, c'est vraiment de réduire les coûts. Et donc, on est en train de continuer le transfert de technologie et d'aller dans un autre secteur. Voilà, c'est le seul exemple que j'ai, mais aujourd'hui, on ne travaille pas sur de projets de bateaux de commerce à foil. D'accord. Pour vous trois, ce monde-là du shipping en termes de diversification, ça pourrait peser très très lourd dans vos chiffres d'affaires. Ça pourrait représenter, on est encore au stade d'un développement prototype, ou est-ce que ça pourrait représenter quelque chose de significatif à moyen terme? Ah non, au plus fort de la bataille, pour les paquebots, ça peut représenter 30 à 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc non, c'est pas du tout anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Vincent, ouais. Non, alors nous, c'est développement, ça peut peser lourd. Pardon, j'ai pas entendu. La piste de développement, ça peut peser lourd. Ah oui, ça peut effectivement au-delà du chiffre d'affaires, ça peut peser lourd en termes d'effectifs aussi et de projets dans une entreprise, d'effectifs, de nouveaux métiers justement pour aussi suivre et gérer des projets plus longs et complexes. On a déjà des projets très complexes, mais là, c'est une autre envergure. Donc, je pense que ça a un impact en termes de ressources. En termes de chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est un peu tôt pour évaluer. Il y a un travail, c'était les échanges qu'on avait lors du premier confinement avec tout le milieu de la voile, c'est qu'il y a le travail de diversification est à faire et il faut très vite évaluer aussi la viabilité de ces projets-là pour des petites structures, mais ça peut devenir effectivement très important en fonction de la demande. Oui.
Marc, chez VPLP, on sait que vous êtes né de la course, puis vous avez fait de la croisière, qui étaient jusque-là vos deux activités principales. Ce monde-là, le monde du travail maritime, est-ce que ça peut représenter quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est clairement une voie. Nous, il y a deux choses. On reprend bien le micro. Il y a l'histoire de l'Aile. Donc l'Aile, on a créé une société indépendante qui s'appelle Aero, qui est dirigée par Ludovic Gérard, qui a passé 19 ans chez CMA CGM et qui a terminé son parcours là-bas par la direction de CMA Ships, de toute la division bateau de CMA. Et donc c'est lui qui dirige maintenant la société Aero. Et on a clairement ouvert donc un département pour toutes les opérations, enfin tout ce qui concerne les navires professionnels. C'est Simon Vatin qui est en charge de ce développement-là. Et oui, clairement, nous on a l'ambition que ça représente, je sais pas, mettons un tiers de notre activité. Une question de la patronne de Carole Bourlon à propos justement de ce développement technologique. Elle dit la voile de compétition s'interroge sur son impact environnemental. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les technologies qui sont transférées de la voile de compétition vers le monde du shipping sont en quelque sorte une manière pour la voile de compétition de participer à une contribution, participation à la décarbonation du fret maritime? Indirectement. Enfin, directement, indirectement. Enfin, ça existait dans la voiture, j'imagine aussi. Tous les développements qui ont été faits à partir de ce qui a été fait en Formule 1, on fonctionne par transfert comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Il me semble. Est-ce qu'il y a on n'a pas balayé toutes les technologies qui existent dans la voile de compétition. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont encore assez embryonnaires? Je sais pas, est-ce que du côté du routage, par exemple, est-ce que du côté d'autres technologies embarquées dans la voile de compétition pourraient intéresser le monde du shipping? Yann? Oui, il y a une technologie, le routage en est clairement un, et par contre, il y a une autre avancée qui est en voile de compétition dont on parle peu, c'est tout ce qui est gréement courant. Et sur nos premières voiles avec Awentech, on travaillait sur des articulations métalliques entre les voiles. Et puis, on le voit bien en voile de compétition. Depuis quelques années, notre métier, c'est d'enlever tout ce qui est ferraille, tout ce qui est métal pour mettre du textile. Et c'est exactement ce à quoi on est arrivé également sur cette voile. On était parti sur des pièces métalliques et ça se transforme avec des lashings, des épissures. Et aujourd'hui, les textiles ont fait tellement de progrès qu'on peut se le permettre et on est confortable pour le présenter. Il y a quelques années, on aurait eu du mal à montrer des bouts de ficelle à la place de pièces métalliques. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on n'a pas honte et on sait que ça tiendra. Vincent, chez Pixel, il y a des technos que vous avez auxquels le monde le monde maritime du travail n'a pas encore pensé et qui pourrait les intéresser. Est-ce que du coup, le fait que vous soyez démarché vous encourage à proposer des choses auxquelles vos futurs clients n'ont pas forcément pensé? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on fait déjà beaucoup de choses on s'attache principalement, comme je disais au début de l'intervention, on va dire les trois gros sujets qui sont dans les conversations. C'est vraiment l'instrumentation, le capteur, de tout ce qui est gestion de la donnée et tout ce qui est contrôle et pilotage. Et je crois que déjà, on est sur des phases, c'est ce que je voulais rajouter par rapport aux débouches, etc. Il me semble que dans la diversification, on est sur des projets de prototypes, entre guillemets. On n'est pas encore sur de la série de bateaux et de types de bateaux comme ça. Donc, il y a encore du temps avant d'évaluer un réel impact. Mais en tout cas, pour revenir à la question, c'est vraiment les trois sujets sur lesquels on est sollicité. Et après, comme je disais aussi, les adaptations viendront avec
avec les demandes spécifiques. Nous, à chaque fois qu'on est sur une problématique ou d'instrumentation ou de contrôle de vol dans le milieu de la voile, le contrôleur de vol n'est pas complètement sur étagère. À chaque fois, il y a tout la spécificité du bateau, qu'il soit monocoque ou multicoque, qui entre en jeu. Et donc, il y a tout un projet à mettre en œuvre autour. Donc, on apporte à ce moment-là de nouvelles solutions en fonction de la problématique. Je pense que ce sera la même chose dans tout ce qui est shipping. Très bien. Une toute dernière question pour Marc. On n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, sur le fameux canopé qu'on a vu, vous n'avez pas fait que concevoir et dessiner les ailes, vous avez aussi dessiné la carène et la coque. Oui, d'ailleurs, ça va faire le lien avec la question précédente. En fait, oui, on a fait le concept général, donc le concept du bateau général, et on a travaillé aussi, VPLP, là, avec le bureau d'études du chantier, parce que dans les spécificités de notre monde, il y a le fait de savoir dessiner des carènes qui fonctionnent non pas simplement en ligne droite, mais également en gîte et en dérive. Et ça, c'est nouveau dans le shipping. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on développe, nous, pour entrer dans ce monde-là. Donc on peut dire que ça vient aussi, effectivement, de la voile de compétition. Très bien, écoutez, merci. Il y a un point qui est sympa, c'est qu'en ce moment, le projet de ce navire pour transporter Ariane amène des engins qui vont dans l'espace, et les gens de l'espace, dans le cadre de ce qu'ils appellent le New Space, donc des petits satellites, des micro-satellites, viennent également vers des entreprises comme les nôtres dans le composite, parce qu'eux ont une problématique, ils doivent réduire leur coût de production par 30. En fait, SpaceX a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et des boîtes comme la NASA ou comme Ariane doivent vraiment se cogiter la tête, parce qu'ils ont été titillés par des privés qui ont divisé par 30 le prix d'un lanceur. Et aujourd'hui, pour diviser par 30, pour faire du composite pas cher, ces gens-là viennent voir des entreprises comme les nôtres. Donc, ça boucle un peu la boucle avec ce navire qui va transporter les fusées. Très bien, du coup, ça sera le sujet d'un prochain Visiocafé, comment la voile de compétition embarque dans les technologies spatiales. Donc, le New Space. New Space. Je vais laisser pas le nom d'une boîte de nuit, c'est un nouveau marché. Très bien. Et donc, je vais laisser à Carole le soin de conclure ce 5e épisode. Merci à tous les trois. Oui, bien écoutez, merci à tous pour votre participation, et puis merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Voilà, c'était le dernier Visiocafé organisé là dans le cadre du départ du Vendée Globe. Voilà, je voulais profiter également de remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ces 5 éditions. Voilà, dans un contexte particulier, ça nous a permis effectivement d'assurer, quelle que soit l'évolution sanitaire, la valorisation de tous les savoir-faire bretons dans le cadre de ce départ. Une formule qu'on a beaucoup appréciée et que je pense on sera amené à poursuivre dans les mois qui viennent, compte tenu des annonces que nous avons eues hier soir. Voilà, donc ce Visiocafé ainsi que tous les autres sont accessibles, je vous le redis, donc en replay à l'issue de cette rencontre, et sur le compte YouTube Eurolarge. Voilà, nous espérons vraiment que tous ces Visiocafés vous ont permis de mieux connaître les savoir-faire bretons, voilà, qui sont en scène dans le Vendée Globe. Et puis, on va souhaiter bon vent à tous nos marins qui vont bientôt partir. Voilà, et puis à bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.